Je reprends là. Ouais. Oui, pourquoi aujourd'hui il faut revenir au nationalisme, bien que la nation ne soit pas, comment dirais-je, la fin des temps. Je veux dire, on peut imaginer qu'il y ait quelque chose d'après la nation. D'ailleurs, avant, il y avait les internationalistes, et puis qui ont servi finalement de cheval de Troie aux mondialistes. Hein. On a bien vu comment les néocons, c'est des trotskistes, juifs ashkénazes, mais je ne vais pas le rappeler, internationalistes, qui se mettent au service des mondialistes, et les mondialistes, c'est pas du tout le même projet. C'est de la domination impériale, brutale, etc. Donc aujourd'hui, pourquoi il faut revenir à l'échelle nationale ? Parce qu'on se rend compte que dans la boîte à outils qui est à notre disposition, la nation historique protège les peuples et leurs acquis sociaux, alors que le mondialisme détruit la condition de vie des peuples, et notamment des peuples qui ont atteint le plus haut niveau social, c'est-à-dire des peuples occidentaux, puisque c'est le principe du mondialisme, c'est mettre à l'intérieur même d'un même pays et même d'une même ville comme Paris, le plus pauvre des Bengalis avec le plus riche des New-Yorkais. Hein. C'est ça la réalité. Donc en fait, il faut revenir au nationalisme, pas parce que c'est l'échelle ultime, même si pour l'instant, historiquement, on n'a rien fait de plus, d'au-delà, puisque l'Empire, c'est toujours une nation qui soumet d'autres nations, mais il faut déjà y revenir, parce qu'il faut sortir du processus de destruction du mondialisme, qui est un antinationalisme destructeur, et pas du tout un internationalisme tel que les révèlent les marxistes, qui serait un au-delà réussi, c'est-à-dire on fait tomber les frontières, et on fait tomber la violence des frontières. C'est vrai que les frontières ont une dimension de violence, je suis d'accord. Alors après, on peut défendre la théorie de la diversité, et que c'est bien de changer de pays, parce qu'il y a le danger de la monoculture. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est bien qu'il y ait une culture allemande, autrichienne, italienne, cette richesse culturelle, ça serait une perte. Le mondialisme, on le voit d'ailleurs avec l'Eurovision, ils chantent tous en anglais. Et tu peux absolument pas dire, bien qu'ils représentent des pays, de quel pays ils sont. Ils sont tous dans la novlangue, ils chantent tous en anglais, et ils sont tous effectivement, à part l'exception de 2-3 là, des agents de propagande de l'uniformisation par le bas, mondialiste, hein, avec le marché évidemment, etc., etc. Mais là, en ce moment, avec une analyse sérieuse économico-marxiste, que font d'ailleurs pratiquement tout le monde aujourd'hui, hein, il faut revenir à l'échelle nationale qui protège le citoyen producteur, hein, et qui protège aussi la culture, sans même pour autant penser que c'est l'indépassable, comme disait, comment dirais-je, Sartre, le marxisme est l'horizon indépassable de notre temps. Je ne dis pas que la nation est l'horizon indépassable de notre temps. Je dis que pour pouvoir même dépasser les problèmes nationaux, parce que la nation peut générer des problèmes qu'on a d'ailleurs bien évoqués, c'est pas la peine d'y revenir, hein, le chauvinisme, il faut déjà revenir à la notion de nation protectrice, repartir sur les bons rails, se débarrasser du chaos mondialiste, hein, qui est la logique du capital livré à lui-même sans aucun frein, hein, et après même qu'on pourra se reposer la question de la fraternité des nations, d'une organisation supranationale de type Nations Unies, mais bien basée sur des choses saines, avec cette idée que les nations ont à la fois la conscience d'elles-mêmes, mais la conscience du monde dans lequel elles sont, et réfléchissent à leur intérêt bien compris, sans nuire trop aux autres, avec cette logique des échanges régulés, etc. Je veux dire, tout ça est la logique du bien, hein, qu'il y a à la fois des nations qui vivent en bonne intelligence avec d'autres nations, voilà, ce seraient les Nations Unies bien pensées, bien comprises, et non pas les Nations Unies qui sont devenues le cheval de Troie, l'instrument d'un mondialisme qui est la dictature totale de l'oligarchie, qui a pris totalement la possession du monde par le marché et la possession du marché par le capitalisme financier purement ultra spéculatif et uniquement spéculatif, qui s'oppose d'ailleurs au capitalisme entrepreneurial producteur et industriel, qui lui a forcément une dimension nationale, topique de production, etc. Hein. On voit bien que le rôle des crétins trotskistes contemporains, c'est toujours de cacher le capitalisme bancaire derrière le capitalisme entrepreneurial, de parler tout le temps du patron pour cacher le banquier. Hein. Le problème, c'est pas le patron. Le patron, il y en aura toujours, il en faut d'une certaine manière, et d'ailleurs, dans un État socialiste, il y a un patron, c'est l'État. Hein, parce que voilà, mais c'est du patronat aussi, il y a toujours... je veux dire, là, on est dans quelque chose d'anthropologique. Hein, mais il y a toujours... dans le mondialisme, il y a quand même un quartier général. Ah, bien sûr, mais le quartier... qui se trouve à Jérusalem. Oui, enfin, il s'est trouvé à un moment donné à Londres, ça s'appelle la City. Oui. Il se trouve aussi en partie à New York avec la réserve fédérale américaine et les grands pontes de Wall Street. Et effectivement, on voit bien que le point commun de tout ça, qu'on prenne d'Israéli
qu'on prenne Goldman Sachs, on voit bien, ça s'appelle la Pax Judaica, et puis on comprend Attali qui vous dit Jérusalem, capitale du monde tel qu'il le conçoit. Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifiée autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. On voit bien qu'il y a des gens qui ont comme projet un projet impérial, d'un système monde inégalitaire qui, en dernière instance, on voit bien qu'on retourne à l'Ancien Testament, et qui aimeraient diriger le monde par la maîtrise qu'ils ont, là il faut lire Sombart, qui est l'outil du capital, qui en fait est une ingénierie qu'ils ont eux-mêmes mis en place avec des étapes successives, la lettre de change, la logique des Rothschild, etc. Puis après, les algorithmes ultra rapides qui sont produits par des ingénieurs, mathématiciens, payés grassement par les banques new-yorkaises, etc., etc. Enfin, je veux dire, on peut récapituler tout cet historique, et qu'effectivement, ce qui nous est proposé aujourd'hui, sous couvert de mondialisation heureuse, au nom de la gestion du climat, de l'ouverture des frontières, d'Erasmus, du plaisir qu'on peut avoir à se déplacer partout en étant chez soi partout, le citoyen du monde, je peux vous coller toutes les fadaises très généreuses et très souhaitables, effectivement, quand on les présente comme ça. Derrière, c'est une oligarchie qui s'appuie sur un récit religieux et racial dominateur ultra-violent qui s'appelle l'Ancien Testament, effectivement, et qui n'a rien de pacifique, de réjouissant, et qui n'est pas du tout l'accomplissement de l'internationalisme dont nous parle Besancenot, pas du tout. On est plutôt sur quelque chose qui ressemble au même, à la même chose que le Germania, le Reich pour Milan d'Hitler. À part que c'est pas Germania, c'est Jérusalem, quoi. Mais c'est le même niveau de mépris, le même niveau de violence et le même niveau de mensonge. Je vais sur leur terrain exprès, parce qu'en réalité c'est même bien pire. Parce que je veux dire, à la limite, l'hitlérisme, c'est quelque chose dans l'histoire pas plus important que le bonapartisme. Alors que la Torah et le judaïsme, c'est autrement plus fondateur et autrement plus dur à combattre et à éradiquer. L'Église catholique est un géant, comment dirais-je, malade, en voie de destruction, d'extermination finale, et on le voit bien, c'est l'histoire de Vatican. Je parle de Bergoglio. Oui, mais même c'était avant, depuis Vatican II, l'Église a renoncé à ses fondamentaux, qui est de la rupture entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, et elle a admis la consubstantialité des deux, c'est-à-dire la prééminence de l'Ancienne Alliance. Cette Église donne d'une main, par soumission, culpabilité, je sais pas, trahison, il y a tout ça, et de l'autre se fait châtier, c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que plus elle va vers l'universel des droits de l'homme, et plus elle va vers le judaïsme, parce qu'on voit bien qu'elle va vers ces deux voies-là, l'universel des droits de l'homme et le retour à l'Ancien Testament. C'est les deux mamelles de l'Église contemporaine qui sont contraires à ce pourquoi le Christ est venu, à son message, aux évangiles, et en remerciement de ça, c'est les gens qui ont le pouvoir, et notamment le pouvoir de dire le commentaire officiel, les médias et l'idéologie qu'il y a derrière, c'est-à-dire la puissance judéo-maçonnique qui a le pouvoir économique et idéologique sur les médias dominants, et en échange de ça, c'est réduire l'Église catholique à la pédophilie. Alors qu'en plus, c'est même pas de la pédophilie, ça s'appelle de la... le terme, c'est éphébophilie. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils appellent la pédophilie, c'est des adultes qui ont des aventures érotico-amoureuses avec des adolescents, donc ils sont déjà post-pubères. C'est pas ça la pédophilie. La pédophilie, c'est pas ce qu'on reproche en ce moment aux prêtres dénoncés 30 ans après. La pédophilie, c'est ce dont se vantait Cohn-Bendit. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Apostrophe, c'est prépubère. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où on attaque les prêtres, soi-disant pour pédophilie, alors que c'est de l'éphébophilie, cette éphébophilie est considérée comme du progressisme légitime, voire souhaitable, par toute l'idéologie LGBT. C'est-à-dire que selon que vous soyez juif libertaire comme Cohn-Bendit ou prêtre catholique comme Barbarin, vous serez attaqué et condamné illégalement, puisque tout est prescrit, en termes de droit ça ne tient pas, et de l'autre côté, vous serez injustement attaqué. Vous voyez ce que vous voulez ? Donc on voit bien que le problème, c'est le prêtre. Cette démonstration, je pourrais la refaire, parce que c'est incroyable, ce 2 poids 2 mesures, une fois de plus. Voilà. Donc oui, l'Église, qui était avant une instance morale, qui servait de contrepoids et de force de régulation à l'arrogance des rois et des élites
du monde ancien, hein, c'est-à-dire le roi et la noblesse. Le roi devait, je dirais, s'agenouiller à l'Église. Ce contrepoids a été enlevé, remplacé par les droits de l'homme. Alors on pensait que peut-être ça pouvait être équivalent, mais en fait les droits de l'homme étant infiltrés à l'intérieur et servant finalement de masque à l'idéologie libérale et au processus libéral, parce qu'il n'y a pas besoin d'idéologie libérale. Les Anglais n'ont pas besoin de produire de l'idéologie avec le libéralisme. Le libéralisme s'accomplit de lui-même. Le marxisme, c'est une critique de, mais le libéralisme ne se théorise pas lui-même, il avance. Voilà. Donc on se rend compte que les droits de l'homme qu'auraient dû réfréner et modérer, l'arrogance, l'hubris du capital, en fait, ne le fait pas. C'est ce qu'on appelle la trahison des clercs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intellectuel, au lieu d'être au service de la veuve et de l'orphelin, comme l'était l'ancien chevalier chrétien, ce qui s'appelait effectivement le rôle de l'intellectuel de gauche, puisqu'en fait, d'ailleurs, l'intellectuel de droite, ça n'existait pas d'une certaine manière, c'était effectivement, par le discours de la raison et par le tronc commun qu'on appelle les humanités, hein, hérité des encyclopédistes avec un peu de Jean-Jacques Rousseau et de Voltaire, c'était montrer le bourgeois du doigt, parce qu'il allait trop loin, et il rompait le pacte qui avait été signé au moment de la Révolution française en disant les droits de l'homme. Et il disait non, c'est les droits du bourgeois là, que tu défends. Voilà. Donc c'est ce contrepoids. Alors on peut dire que peut-être du temps de l'Église, à la fin du règne de Louis XVI, peut-être que l'Église jouait plus bien ce rôle de fonction. Avec une certaine église de cour, on le voit dans Ridicule, très bon film d'ailleurs, qu'on avait sorti en France là. Peut-être, hein, il y a des raisons pour que les trucs qui s'écroulent, il y a des raisons pour que ça s'écroule. Hein. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que les intellectuels qui normalement devaient se servir des droits de l'homme contre les excès du libéralisme, se sont mis au service du libéralisme uniquement pour leur promotion personnelle, même si de temps en temps un Michel Onfray qui était totalement du côté libertaire se dit qu'il y avait un marché néo-populiste et qu'il l'investit un peu. Et aujourd'hui, on voit bien que les 3/4 des intellectuels ont totalement déserté le camp de la gauche sociale, qui était à l'époque les grandes figures, hein, même si sur Sartre c'est très ambigu, parce qu'il a déjà la double casquette à mon avis, et sont uniquement là pour prospérer en tant que fournisseurs de baratin, en tant que communicants. C'est les communicants du capital, ce que M. Plouscar appelait les animateurs du procès de production et de consommation. Hein. Ils font de la promotion de vente, quoi. Pratiquement tous. Donc là, effectivement, cet équilibre-là s'est rompu, et le capital est une bête sauvage dont on a ouvert la cage, et qui n'a aucune limite en lui-même. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'il n'y a pas de morale du capital. Hein. Le capital, c'est la fuite en avant. Donc l'Église n'est plus là pour... Ni l'Église, ni les droits de l'homme, ni rien. Donc c'est pour ça qu'on a une accélération des écarts. Il faut voir, ça se vérifie par l'accélération et l'aggravation des écarts de richesse et de revenus entre les actionnaires majoritaires des grandes entreprises et les salariés de base. Et on nous a imposé ça comme une norme tout à fait acceptable, alors que même quand la société fait des bénéfices, par la mondialisation et la baisse des coûts de production, on continue à délocaliser, à désindustrialiser et à mettre au chômage ou dans la précarité et puis ou l'appauvrissement le salarié de base. Ces costumes ont longtemps été assemblés ici, chez ce sous-traitant du Nord, jusqu'à ce que l'atelier de production ferme en 2008. LVMH trouvait Marie-Hélène et les 146 autres employés trop chers. Aujourd'hui, Marie-Hélène est ambulancière, une des seules à avoir retrouvé un emploi. Ses mains racontent toujours la même colère, surtout quand elle entend que le luxe serait le garant des savoir-faire. Vous allez dire ça à des salariés qui ont perdu leur travail, qui fabriquaient du luxe et puis ils ont été à l'étranger pour le faire fabriquer. C'est pas normal. Donc c'est toujours le conflit qui est primordial pour eux. Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas de morale derrière tout ça, et qu'à un moment donné, tout ça amène à la colère, à la révolution, aux gilets jaunes, etc. Et qu'aujourd'hui, il y a même on voit des capitalistes aujourd'hui commencer à s'inquiéter de ça. On a mis dans Fait et Documents là, un discours du mec qui vient d'être nommé à la tête de Renault, je crois, là, qui dit attention, il n'y a plus de frein à tout ça, ça ne peut que péter. Et lui, il vient du catholicisme social, il est passé par Michelin. On voit qu'il y a une espèce de déconnexion qui est en train de se faire entre l'actionnariat d'un côté et la responsabilité de l'autre. Et quand je parle de responsabilité, je parle de responsabilité sociale, je parle de responsabilité environnementale. Comment voulez-vous qu'on démontre facilement que les actionnaires qui sont là pour peu de temps, qui sont là, qui vont même jusqu'à prêter leur titre pour des opérations spéculatives, qui vont en quelque sorte ignorer la raison sociale de l'entreprise,
comment voulez-vous qu'on explique que ce capitalisme a des vertus? C'est-à-dire les grands patrons d'industrie, Oui. catholiques sociaux, qui se posent cette question de la limite du rapport capital-travail, de la question des conditions du travailleur, de la question de l'harmonie, de la cité. Oui. Hein, c'est qu'à un moment donné, ma conclusion elle est toujours là. Le marché livré à lui-même n'a aucune morale, puisque la morale du capital est un amoralisme au mieux, et même un immoralisme. Il génère sur le plan social des disparités et des violences accrues, qui à un moment donné vont poser des problèmes politiques, y compris même à ceux qui sont au-dessus de la pyramide. Parce que comme disait, je crois, je ne sais plus quel homme politique a dit ça, c'est peut-être moi d'ailleurs, on peut tout faire avec des chéquiers, sauf arrêter les balles de fusil, quoi. Hein, Oui. Bien sûr, ben là c'est pour ça que je dis que finalement, par la raison, le socialisme mondial est quand même la seule et unique solution, c'est qu'il va bien falloir réguler les naissances. Hein. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? On entend des bonnes femmes de la bourgeoisie française bobo qui vous disent il faut que nous, blancs européens, déjà en dénatalité, il faut qu'on arrête de faire des enfants, parce qu'effectivement, il y a trop de monde à nourrir sur Terre. Mais en fait, il faut aussi s'imaginer que des gens aiment tellement les enfants qu'ils n'en font pas. Parce que le 21e siècle, sur la seconde partie du 21e siècle, ça va être une sacrée boucherie. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut, et encore moins quand on est 8 milliards, avec le même désir à l'intérieur d'être des consommateurs qui voulons une bagnole, un steak et des vacances. Là, c'est carrément du malthusianisme malsain, et donc l'idée derrière, c'est du suicide. Non, mais surtout du suicide de blancs, Oui. pour laisser venir les noirs. Oui. Donc là, c'est des gens qui jouent contre leur équipe à ce point-là, c'est très dangereux. Hein. En général, il y a quand même une logique, je dirais, fondamentale, c'est qu'on doit adhérer à une idéologie qui est fonctionnelle et qui vous permet de fonctionner, pas une idéologie suicidaire. Hein. Aujourd'hui, il y a des tas de gens, dans l'écologie d'ailleurs, hein, et même dans la décroissance, il faut se méfier un peu de tout ça, il y a du bon, il y a du moins bon, qui vous proposent carrément du malthusianisme intégral et des trucs de suicide. Avoir un enfant, c'est rajouter un consommateur en plus, c'est rajouter un impactant en plus, donc ne pas en avoir réduit un tout petit peu cette part d'impact, et donc donne un tout petit peu plus de marge à ceux qui sont déjà là. Évidemment que on a deux problèmes. On a un problème de dénatalité occidentale, c'est le grand problème russe, hein. C'est un empire immense où il n'y a personne, et on a une surnatalité africaine. C'est-à-dire qu'on a une dénatalité de bourgeois cultivés qui ont les moyens de gérer le monde technicien de demain, et on a une prolifération une prolifération de gens qui en fait sont comme dirait Finkielkraut, des surnuméraires improductifs, et qui n'ont absolument pas les moyens de reproduire leur force de travail. C'est-à-dire les migrants de la porte de la chapelle. Hein. C'est-à-dire qu'on fait de moins en moins d'enfants qui pourraient faire des écoles d'ingénieurs pour gérer le monde moderne à son niveau de complexité mathématico-physique. Hein. Et de plus en plus d'enfants sauvages qui en fait nous ramènent au monde, disons, du néolithique, hein, si on les laisse tels qu'ils sont. Donc on a bien la nécessité d'une régulation supranationale qui s'appelle du néocolonialisme. C'est-à-dire qu'il va falloir que nous, les Blancs, qui avons la maîtrise du monde et politique et technique, décidions pour les Noirs qui sont incapables de décider d'eux-mêmes, dans l'état de chaos sociopolitique où ils sont, de leur natalité. Les Chinois ont été capables de faire la politique de l'enfant unique. C'était absolument très nécessaire. Hein. D'ailleurs, les cons de la bourgeoisie libérale française les critiquaient en disant c'est un régime abject, ils empêchent les gens de faire des enfants. Ben non, c'est de la planification intelligente, c'est ce qui leur permet le redécollage. Hein, parce qu'on se pose des problèmes, effectivement, production-consommation. Or, aujourd'hui, on est dans un monde, quand on regarde bien, au-delà de tous les mensonges antiracistes, d'ailleurs, plus on fait de mensonges antiracistes, plus en fait il y a de racialisme ailleurs, hein, c'est de la compensation symbolique, où on admet bien, en gros, quand on regarde ce qui a donné la décolonisation de l'Afrique, qu'il va falloir recoloniser avec un masque progressiste. Les Africains n'ont absolument pas les moyens de se gérer eux-mêmes, et même pas les Maghrébins. Mais est-ce qu'on a encore l'opportunité de le faire? Il faut avoir les Chinois sont déjà là. Les Chinois, ils vont le faire, c'est des grands techniciens qui n'ont pas les mêmes casseroles historiques que nous sur la colonisation, mais en fait, effectivement... Non, mais surtout, ils n'ont pas les mêmes casseroles, en plus. C'est-à-dire qu'on peut pas... Eux, ils disent, nous avons été colonisés comme vous, quand ils arrivent en Algérie. Donc on les laisse entrer, alors que nous, le blabla FLN fait que... Mais en réalité, il faudra bien que je vais le dire de manière très provocante, des peuples supérieurs, sur des critères objectifs, c'est-à-dire des critères techniciens, hein, c'est-à-dire sur l'outil universel et objectif qu'est le monde physico-mathématique, hein, c'est-à-dire des groupes ethniques qui ont atteint un très haut niveau de maîtrise physico-mathématique, fassent du néocolonialisme
pour réguler et sortir du chaos des mondes qui n'ont pas atteint ce niveau et qui ne sont surtout pas en voie de l'atteindre, qui sont en gros le monde le tiers-monde. Hein. Voilà. Ça va pas plaire à Kémy Séba, mais la ligne politique de Kémy Séba, sa démagogie et sa malhonnêteté prouvent que de toute façon, lui-même mérite de repasser sous tutelle. Oui, évidemment qu'à un moment donné, il faudra une régulation mondiale. Mais cette régulation mondiale ne peut pas être faite par l'oligarchie mondialiste, qui en fait est sataniste. Et qui en fait se cache derrière le masque du problème qu'ils appellent le problème du réchauffement climatique, qui est une escroquerie, pour en fait imposer la dictature du marché, et du marché lui-même livrer la dictature de la finance pure. C'est ça le paradoxe. C'est qu'effectivement, il faut se poser les questions d'une planète finie, avec d'ailleurs, elle est à la fois finie concrètement, mais relativement infinie sur le plan du concept, hein, parce que la pensée est infinie. Hein, je veux dire, à un moment donné, si vous réfléchissez à l'énergie finie à l'époque de l'énergie fluviale, on dit, bah voilà, avec des moulins à vent et des moulins à eau, on peut pas faire plus que... Puis à un moment donné, on découvre la machine à vapeur, puis d'un seul coup on change d'échelle, puis il y a la révolution industrielle, puis d'un seul coup ce monde qui stagnait, boum, et voilà, bon. Et puis effectivement l'énergie atomique, etc. Donc le monde est fini d'un point de vue, on va dire, la taille de la Terre, etc. Mais la maîtrise de ce monde par la maîtrise de, comment dirais-je, de ce qui fonde le monde à la fois humain et physique, qui est le mathématico-physique, celui-là il est relativement infini. Les gens qui vous disent que la connaissance mathématico-physique est finie et qu'elle s'arrête à la loi indépassable de la thermodynamique ou je sais pas quoi, non, pourquoi non, je veux dire, le monde newtonien a été dépassé, etc. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, des solutions qu'on n'a pas aujourd'hui pour recycler la radioactivité des atomes atomiques, ou des énergies qu'on n'a pas encore découvertes, qui renvoyaient peut-être aux travaux de Tesla sur l'énergie libre, etc., feront que ce qui nous paraissait impossible, genre nourrir toute la planète avec du blé et du riz, et ben d'un seul coup, le problème est dépassé. Hein. Voilà, donc c'est à la fois évidemment que le monde est fini, et en même temps, la compréhension du monde au sens large n'est pas finie. Hein. L'intelligence humaine, elle avance, on a découvert l'infiniment grand et l'infiniment petit sont par définition infinis, on le sait. Donc notre compréhension progressive de ce monde, qui est à la fois infiniment petit et infiniment grand, est donc infini aussi. On voit bien que historiquement, au début, le féminisme, ce sont des filles et des femmes de la bonne bourgeoisie puritaine anglaise qui ne veulent plus que leur vie soit limitée à la maternité ou au maternage, c'est-à-dire à la gestion de la cellule familiale, et qui, comme elles ont accédé à des études, etc., voudraient accéder au monde des hommes, c'est-à-dire au monde du politique, au monde de la gestion au dehors de la maisonnée, etc. C'était fatal, c'était assez logique. Hein, voilà. Alors après, elle se trouve confrontée, j'essaie de reposer le problème, elle se trouve confrontée à un problème qui n'est pas politique mais physique, qui est qu'elle porte les enfants. Hein. La maternité et le maternage n'est pas une injustice politique et un complot des hommes contre les femmes. C'est quelque chose de l'ordre de la nature. Donc là, on a deux problèmes chez les féministes, et on le voit déjà chez Simone de Beauvoir, c'est qu'elle a tendance à historiser tout, parce qu'elle copie Marx un peu maladroitement, et elle se sert des outils existentialistes de Sartre qui sont déjà un dévoiement foireux du marxisme, et elle dit, en fait, la femme est une création historique, c'est déjà ce qu'elle dit, hein, et liée à une violence masculine et un complot masculin, et il faut la libérer de... Alors c'est vrai qu'on peut libérer la femme de pas mal d'injonctions idéologico-politiques qu'on appelle, qui peut être le patriarcat méditerranéen, un peu violent, avec les règles de l'héritage. Donc c'est la question de l'égalité sociale. Hein. On peut poser la question de l'égalité sociale, mais l'égalité sociale ne veut pas dire l'identité physico-organique et même l'identité psychologique, puisque le physico-organique induit et génère du psychologique. Donc l'homme et la femme, dans une société rationnelle, moderne et égalitaire, pour que la société fonctionne bien, il faut aller vers de l'égalité homme-femme sociale, parce que d'abord ça libère de l'énergie et du potentiel. Hein. Quand on va vers l'égalité des femmes, on met les femmes au travail, et on crée du PIB, et on libère de la production, de la productivité, de la richesse et de la dépense. Il ne faut pas oublier que la femme devient un marché, alors qu'avant elle n'est pas un marché.
Hein, dans la maman, l'épouse et la maman sont dans la sphère de la gratuité, c'est-à-dire l'échange hors marchand. Et c'est pour ça que le marché, habillé aussi des droits de l'homme, à un moment donné libère la femme, parce qu'il la libère quoi ? Il la libère pour le marché, pour le salariat et pour la consommation. Donc ça, les féministes ont du mal à l'analyser. Hein. Et dans cet égalitarisme, elles ne voient pas qu'il y a aussi un piège du capital. Déjà, dans cet égalitarisme social, il y a un piège du capital et l'asservissement du salariat. Des fois, il valait mieux être femme au foyer donc dépendre d'un mari que dépendre d'un patron. Et puis là, on voit aussi que selon l'origine de classe, le positionnement change. La femme pauvre, soumise à l'usine, elle aimerait bien se faire épouser par un bourgeois et devenir femme au foyer. C'est une élévation sociale pour elle, elle le souhaite. Alors que la femme au foyer bourgeoise, elle voudrait accéder au travail, mais elle prétend pas aller travailler en usine. Hein. Pour ça, il faut être Simone Veil, la vraie, hein, pas la tueuse d'enfants. Hein. Et qu'en général, ce qu'elle veut, elle, c'est ouvrir une librairie salon de thé, une galerie d'art contemporain et être critique d'art. Hein. Donc on voit bien que le féminisme est surdéterminé par les réalités de classe. Même si, effectivement, la question sexe, genre, classe doivent être analysées comme 3 composantes, ce qui est fait d'ailleurs par les gens sérieux depuis toujours. Alors après, il y a le volet beaucoup plus grotesque, c'est l'égalité au sens d'identité. Identité psychologico-affective et identité biologico-organique. L'homme et la femme sont différents physiquement, c'est évident, sur le plan de la force musculaire, de la sexualité, et ça induit des différences psychologiques qui fait que, effectivement, la relation à l'autre, à l'homme, à la femme, la relation au monde n'est pas la même pour l'homme et la femme, et que ces différences psychologiques doivent être comprises pour bien comprendre les hommes et les femmes et leurs interrelations, et que le féminisme, de ce point de vue-là, est déjà piégé sur le terrain de libéral du capital, du salariat, etc., et devient carrément un danger et une force d'abrutissement sur le terrain de la compréhension psychologique. Vous n'êtes pas un homme. Ah non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence ? Ah bon ? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Le féminisme arrive, je dirais, au bout de ses contradictions aujourd'hui, où ça devient l'outil du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on est passé à un moment où on pouvait habiller le féminisme d'un certain progressisme, et il y avait un certain progressisme dans le féminisme, on ne pouvait pas tout enlever. La condition sociale des femmes, la question de l'avortement, puisqu'il y a une question progressiste de l'avortement, et puis une question réactionnaire de l'avortement. La question progressiste, c'est la femme violée, la femme pauvre, la femme à qui on a collé des gosses dans tous les sens, qui aimerait à un moment donné avoir le contrôle de son destin et pouvoir un peu avoir son mot à dire sur l'enfantement, bien qu'elle soit un vecteur d'enfantement qui la dépasse individuellement. C'est ça, parce que la femme n'est pas qu'un individu qui fait des gosses, elle est aussi le moyen que la société, l'homme, le mari, la famille et la société ne fait des gosses à travers le corps de la femme, donc elle est prise dans quelque chose qui la dépasse et qui doit être géré politiquement, etc. Donc le concept « mon corps m'appartient », non, c'est pas si vrai. Ton corps t'appartient, mais il appartient aussi à la société, à l'histoire, etc. On peut pas laisser... Là aussi, il y a un problème politique. On peut pas laisser à la libre décision des femmes la question purement de l'enfant, parce qu'il y a la question de la pyramide des âges, la question de la dénatalité, la question du vieillissement de la population, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'il y a une question morale, une question politique, une question idéologique, que la femme est prise là-dedans, quoi qu'elle dise. Hein. L'individualisme intégral ne mène à rien politiquement. Or, le féminisme aujourd'hui est un individualisme intégral, une négation de la différence des sexes et donc une négation de la différence des psychologies, et aujourd'hui utilisé par le capital comme force, comme manipulation réactionnaire, même sur le plan strictement social. Réintroduction du travail de nuit des femmes, et casser les solidarités sociales sur le lieu de travail. Le patronat, si on veut reprendre Arlette Laguillet, a toujours favorisé et le travail des femmes et le féminisme. Parce qu'à la fois, ça fait baisser le coût du salaire, ça divise socialement les combats sociaux, et ça fait monter les niveaux de conneries. Donc il faut bien comprendre cette double injonction que les gens ne comprennent pas quand ils ont une pensée binaire. Le patronat et le pouvoir de l'argent avaient tout intérêt à favoriser et le travail des femmes et le féminisme. Hein, comme aujourd'hui, il a tout intérêt à favoriser et l'implantation de l'islam et l'islamophobie. Vous voyez ? Cette dictature des minorités, qui est l'arme de l'oligarchie pour museler la majorité légitime, majorité silencieuse et majorité productive, on vient de dire que l'oligarchie, qui est une ultra-minorité illégitime, se sert soi-disant de la défense des minorités, qu'elle instrumentalise totalement, pour combattre, museler
de façon d'ailleurs dans un combat horizontal, la majorité productive et silencieuse. La démocratie, est-ce que ça rentre pas dans votre tête que la démocratie, ce n'est pas et ce n'a pas le droit d'être la dictature de la majorité contre des minorités. La démocratie, c'est la défense des minorités contre les majorités. C'est ça la vérité. Et effectivement, aujourd'hui, le vrai combat à mener, c'est sur le mensonge du combat des minorités. Et c'est ce que j'ai appelé dans Comprendre l'Empire. Vous voyez que j'ai tous les concepts que j'ai produits, c'est les minorités agissantes qui se cachent derrière les minorités opprimées, hein, pour en réalité opprimer la majorité silencieuse. Hein, voilà, c'est ça le mécanisme. C'est qu'en réalité, tous les systèmes de domination, on n'a connu que ça, c'est toujours des minorités qui dominent les majorités. Et ces minorités sont toujours à peu près 1% de la population. C'est ce qu'on vérifie dans toutes les sociétés partout au monde. Brahmanisme hindou, société égyptienne pharaonique, ancien régime, vous voyez ? L'oligarchie actuelle, d'ailleurs on appelait ça les 1% à Wall Street, c'est exactement le même pourcentage que l'aristocratie française sous l'Ancien Régime, hein, ou le clergé, c'est toujours des 1%. 1% qui en domine 99%. Et l'idée que plus on embrasse, moins on étreint, que le grand nombre est une fragilité politique. Le nombre ne signifie absolument pas le pouvoir. Ce qui signifie le pouvoir, c'est le réseau. C'est-à-dire petit nombre organisé, avec un projet, une maîtrise, et du temps, hein, c'est-à-dire réseau franc-maçon, réseau religieux. Hein, dans le temps, il y avait la noblesse et le clergé. C'était deux réseaux, on va dire ce qu'on appelle d'êtres collectifs de longue durée, qui représentaient tous les deux 1% de la population à peu près, et qui régnaient sur le reste de la société, avec peut-être une dimension un peu bienveillante. C'est ce qu'on peut peut-être conclure quand on lit Marion Sigaud par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. On peut conclure que finalement, il valait mieux garder les rois et l'Église. Ils étaient quand même plus patriotes et plus respectueux du peuple, patriotes en tant que rois d'un truc qui leur appartenait, qui était la France, donc ils défendaient au moins leur propriété, et donc à travers ça les sujets de la France, et aussi le clergé, parce qu'il y avait quand même derrière le Christ et les évangiles, vous voyez. Donc en fait, on constate avec du recul, alors peut-être qu'il fallait ce recul-là pour le conclure. Au moment de la Révolution, j'aurais peut-être été un soldat de l'an 2, et j'aurais marché avec Napoléon pour devenir maréchal d'Empire. Hein. Il faut voir, à l'époque, être du côté des réactionnaires à l'époque de la Révolution, Joseph de Maistre, etc., c'est bien gentil, mais... Alors, à lire aujourd'hui, effectivement, il avait souvent raison, mais je veux dire, pris dans le truc, à l'époque, vous êtes un petit parti de rien, vous n'avez pas envie de passer du temps à être sous-officier dans l'armée, là, vous avez une voix qui s'annonce à vous, vous avez de la virilité, sabre au clair, maréchal d'Empire, c'est quand même une belle aventure, hein, elle n'est pas à jeter. Ce qui est sûr qu'aujourd'hui, avec le recul qu'on a, on sait exactement comment on s'est fait baiser, ce qui est valable et ce qui ne l'est pas, le chemin, les combats prioritaires à mener, les pires pièges, etc. L'escroquerie des minorités, l'escroquerie suprême de la minorité qui décide des autres minorités et qui est la minorité suprême. Hein. C'est pour ça que je vous dis, moi Lagardère ne m'a rien fait pour répondre à Branco et c'est pas lui qui décide de l'idéologie dominante. En réalité, le CRIF et les loges décident de toute l'idéologie dominante, et notamment ils ont décidé du regroupement familial, même si à la marge Bouygues a trouvé que c'était bien parce que c'est pour des raisons de salariales. C'est une excellente main d'œuvre parce que elle est jeune, elle est très solide physiquement, elle est extrêmement courageuse, mais elle ne parle pas le français pour sa grande majorité et elle n'est pas suffisamment qualifiée. Alors si nous voulons pouvoir avoir une action de qualification auprès de ces gens-là, il faut qu'on puisse les intégrer socialement. Alors si on veut pouvoir les intégrer socialement, ces hommes, pour qu'ils s'intègrent à la vie économique et sociale, il faut qu'ils puissent fonder une famille, il faut qu'ils aient la possibilité de se marier et d'avoir des enfants. Donc là où le problème est difficile pour le travailleur étranger, c'est de pouvoir s'implanter en France et d'y fonder une famille. Je veux dire, le projet vient de plus haut. Hein, de plus haut, hein. C'est évident. Quand j'ai un cerveau qui fonctionne bien, je fais pas ça par délire ou par méchanceté. Je rétablis les hiérarchies de valeurs, je travaille et j'en arrive à cette conclusion, malheureusement, que j'ai bien tourné la langue 77 fois dans ma bouche avant de le crier au public. D'abord parce que je voulais en être sûr, et en plus parce que c'est très dangereux. Mais parce que par contre, ça devient urgent. Voilà pourquoi je le dis. Pourquoi je prends tant de risques? Parce que je pense que au niveau de risque où on en est, et de nécessité où on en est, et réécrire le 20e livre sur le libéralisme, comme le fait à gauche Michéa et à droite de Benoît, c'est de la lâcheté. C'est déserter le combat, parce qu'effectivement, le combat, c'est dangereux. Et eux, finalement, sont dans la gestion du confort. Il y en a un parce qu'il veut pas d'emmerde, parce que voilà, il veut pas d'emmerde et qu'il a quand même un prestige de clerc de gauche. Le slogan du libéralisme, et notamment de gauche, c'est mon corps, c'est mon choix, ça ne vous regarde pas.
Mon temps, c'est mon choix, ça ne vous regarde pas. Mon argent, c'est mon choix, ça ne vous regarde pas. C'est vrai dans certaines limites, parce que sinon on est dans un système totalitaire. Il est très malin pour ne jamais dépasser la ligne, et l'autre parce qu'il rêve de revenir à France Culture, c'est tout. Je veux dire, et que c'est un intellectuel et qu'il est pris dans le piège assez misérable de l'intellectuel bourgeois, qui est quand même un homme fractionné. Vous voyez, je veux dire, l'homme limité. Moi, je reste quand même dans l'idée de l'homme total, quoi. Voilà. De ce qui a fait d'ailleurs, ce qui a amené à ça, le moine soldat, le type qui est à la fois un guerrier, à quelqu'un qui prie et en même temps quelqu'un qui étudie, ce qui a amené d'ailleurs les grands de l'époque sur lesquels on est fondé, qui sont des religieux, des savants et des combattants. C'est ça les grandes figures du Moyen-Âge chrétien. Hein. Est-ce que vous êtes croyant ? Je ne sais pas si je suis croyant, mais je fais comme si je l'étais en tout cas. J'agis comme si je l'étais. Je préfère le penser comme ça. Okay. Mon être même fonctionne sans que j'en ai vraiment le contrôle, comme si j'étais croyant. Donc ce que je dis n'a pas tellement d'importance. Hein, c'est comme les gens me le disent, est-ce que tu aimes ceci ou cela ? Au lieu de lui demander de la réponse, vous regardez comment il fonctionne. Hein, et puis là, vous voyez effectivement s'il est ordonné, pas ordonné, gourmand, pas gourmand. Voilà, c'est comme les gens disent, est-ce que vous êtes de gauche ou de droite ? Le mieux, c'est de regarder comment ils vivent. Hein. C'est quand même l'épreuve de vérité, elle est là. Tu vois. Ouais. Hein, on peut peut-être s'arrêter là-dessus, non ? Parfait. Hein, voilà. Merci. Eh ben écoute, merci. Ça restera au moins comme archive. Oui. Peut-être qu'un jour ça pourra permettre de me rendre une justice posthume par rapport à la cathédrale de crachat qu'on m'a construit sur la tête. Oui.